Ah, mais ça me gonfle. Vous êtes cinglés, hein. Tom York, il faudrait qu'on s'enferme pendant un mois dans un château tous les deux pour sortir un album. C'est les Suisses sont des irréductibles qui arrivent encore à faire des horloges en moins de 10 minutes. Bonjour à toutes et à tous, je suis Baudouin Vaness et bienvenue dans Time Crunch, l'émission où je pose des questions et où mon invité se débat avec les engrenages de cette horloge. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire rencontrer l'un des pionniers de l'horlogerie modulaire. Je parle bien sûr d'Henri Gauchet. Comment vas-tu ? Et je vais très bien, et je suis très content d'être en face de toi Mais oui, ça aujourd'hui. fait longtemps. C'est un vrai moment qu'on va vivre, où tu vas peut-être avoir de nouveaux cheveux blancs, moi perdre de nouveaux cheveux. Est-ce que tu connais le principe de l'émission ? Bien sûr. Qui ne la connaît pas? Qui ne la connaît pas, bien sûr. Oui. Pour ceux qui découvrent l'émission, le concept est assez simple. J'ai une horloge ici qui fonctionne, qui sonne les quarts, de façon très précise, comme on peut le voir. En première partie de l'interview, je vais démonter l'horloge, pendant que je vais poser des questions à Henri qui va essayer d'y répondre. Et en deuxième partie, tu vas devoir me donner un temps, tu vas être chronométré, tu vas devoir remonter l'horloge tout en répondant à des questions de culture horlogère. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui ? Qu'est-ce que je porte aujourd'hui ? Eh bien, je porte ma toute première égide, la toute première égide que j'ai assemblée, donc la 0000 de la présérie 0, que je porte tous les jours et qui, comme tu le disais, un pionnier de l'horlogerie modulaire et de l'horlogerie évolutive, ne change pas souvent. Parce que... C'est pas ce que je dis, pas ce que je fais, quoi. Non, c'est pas ça, c'est on a chacun notre rôle à jouer dans cette aventure. Et moi, j'aime me dire que je vis tous les jours avec cette montre et j'aime lui faire éprouver les pires difficultés, les pires tests au jour le jour pour voir quand elle aura besoin de sa première révision. Tu vois, écoute, là, elle a presque 7 ans et elle est encore fraîche comme un gardon. Donc, je suis très satisfait de notre travail. Est-ce que tu peux rappeler aux gens le concept d'égide ? Alors, oui, le concept d'égide, c'est qu'on a pris une montre tout à fait classique, qu'on a voulu patrimoniale, parce que moi, j'ai grandi biberonné par les grandes marques suisses qui fabriquent des montres que les grands-pères donnent à leurs fils et que les fils donnent à leurs petits-fils. Et moi, c'est vraiment cette idée-là de l'horlogerie qui m'a toujours fasciné. Mais par contre, cette horlogerie-là, elle est immuable dans le temps, mais immuable. C'est-à-dire que si j'ai hérité de la montre de son grand-père, ça sera toujours une montre de grand-père. C'est ça. Voilà. Nous, on a souhaité faire évoluer ça, et je sais pas si ça va rendre beaucoup à la caméra, mais on a inventé une montre qui a l'air tout à fait intègre comme ça, mais qui en fait a la possibilité de se démonter en quelques secondes et de se remonter en quelques secondes, avec un principe qui est très simple, c'est qu'on a mis tous les éléments techniques de la montre dans une petite capsule étanche qui a les caractéristiques carrément d'une montre de plongée, hein. Elle peut être aussi bien montre de plongée que montre habillée. Et ce qui va faire son caractère et sa fonction, aussi bien que son esthétique, ce sont les accessoires qu'on va lui adjoindre, qu'on peut acheter séparément, donc d'une année sur l'autre, et donc vivre une sorte d'expérience créative à l'échelle d'une vie. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu apporter à l'horlogerie, c'est-à-dire l'évolution dans la non-obsolescence. Parce que là, ce qu'on voit, c'est quand même le produit fini, ça a quelques années. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter le moment où on est passé de l'idée à, techniquement parlant, c'est quand même possible, là on touche du doigt quelque chose ? Écoute, l'idée, c'est celle que je viens de te donner, c'était réussir à trouver le moyen technique de donner ce pouvoir aux gens qui collectionnent les montres, finalement, collectionner différemment. Ensuite, il a fallu trouver donc ce fameux moyen technique qui était pourtant recherché par les horlogers depuis très longtemps, hein. Si tu regardes dans les archives, tu vas voir que Omega avait un modèle qui s'appelait la Cosmic 2000 ou la Cosmic 3000 dans les années 70, qui était un peu sur le même principe, mais il fallait toujours un outil, il fallait toujours un horloger pour le faire. On pouvait pas le faire chez soi facilement. Et nous, on avait vraiment envie que les gens puissent cumuler finalement les habits pour les montres, et le matin, quand ils ont fini de s'habiller, se dire quelle montre je vais fabriquer aujourd'hui pour ma journée. Voilà. Et tout changer le lendemain, et ainsi de suite. Mais ça, c'est l'idée. Alors ça, c'est l'idée. Entre le moment où tu as l'idée, tu te dis, tiens, la modularité, on va jouer dessus. Ouais. Et le jour où tu as une discussion avec Grégory qui te dit, ton idée un peu farfelue, techniquement parlant, je pense qu'on a trouvé une solution.
Et Est-ce que tu ben, peux nous raconter ce moment-là? ah bah ça, je m'en souviens très bien de ce moment-là. Je m'en souviens très bien parce que j'étais dans ma cuisine et je regardais mon ampoule et je me dis: «Ouais, on n'a qu'à faire un On va système bien à s'allumer. on n'a qu'à faire un système à douille». Et j'appelle mon frère justement, qui comme tu le sais, est l'un des cofondateurs de la marque et qui est, l'inventeur de la maison et je lui dis: «Tiens, si on faisait un système à douille?» Et souvent avec mon frère, on est un peu jumeaux et on a les mêmes idées au même moment. Il me dit: «Oui, j'y ai pensé» et avec un système d'écartement justement des picots tu vois, qu'il y a sur une ampoule. Nous, Ouais, on voulait que la ces picots-là, baïonnette. la baïonnette, on voulait pas que ça dépasse. On voulait que ça dépasse quand on a envie que ça dépasse. Et c'est là qu'on a inventé le système Evol, donc qui est cette bague en titane avec 3 pattes qui sont cachées à l'intérieur du périmètre extérieur de la capsule et qui, quand on va tourner, vont s'écarter et venir se loger dans une gorge intérieure. Et c'est ce qui permet d'avoir la solidité, la fiabilité et surtout la facilité d'usage et la longévité à très long terme. Mais ça a dû être quand même un moment de délivrance. À vrai dire, on l'a eu assez tôt, cette idée. Ouais. OK, Après, pas mal. ouais, ce qui a été assez long, c'est de finaliser tous les détails parce qu'on voulait pas seulement que ça marche, on voulait aussi que ce soit agréable, on voulait que ce soit auto-nettoyant, on voulait que ce soit, commercialement viable et puis on voulait que ça dure 80 ans ou, 100 ans ou 200 ans comme nos montres. Et donc, on a travaillé pendant très longtemps sur, le bruit, sur la sensation de glissement, sur, la sensation avec les doigts, la préhension qu'on peut avoir avec la bague en titane. Et c'est ça qui a pris le plus de temps jusqu'à ce qu'on soit vraiment satisfait du produit et qu'on se dise: «Voilà, là, si on sort ce produit-là aujourd'hui, on est sûr que cette interface-là, on n'aura jamais à la changer et que donc le petit-fils en question, s'il s'achète une nouvelle carrure, il pourra toujours l'installer sur la capsule de son grand-père». Et ça, Égide, ça occupe toutes tes journées aujourd'hui. Mmh. On a dans l'émission ce qu'on appelle les pauses amicales et on en a une pour toi. Henrik, qu'est-ce que tu comptes faire de ta vie après Égide? J'en sais rien du tout. Tu sais, moi, je me suis toujours laissé porter par le vent, hein. Honnêtement, je sais pas. Je pense qu'Égide, c'est déjà un accomplissement énorme dans la vie, d'un homme de réussir à faire ça. Et puis moi, j'ai déjà eu toutes les chances dans ma vie. J'ai un mariage sublime avec une femme sublime. J'ai, des enfants magnifiques, 3. J'ai un boulot super avec des associés super. J'ai un produit, qui plaît à beaucoup de gens. Après, si un jour, Égide m'ennuie, bah, je ferai autre chose. Mais ce jour-là, il n'est pas encore arrivé parce que la vie d'entrepreneur, c'est pas très ennuyeux. Parmi les choses qui t'intéressent dans la vie, il y a le vintage, les voitures vintage. Il y a aussi, la musique. Est-ce que tu peux justement nous expliquer ce que tu vas rechercher dedans et ce qui te nourrit? Bah, déjà, il y a un premier facteur et c'est comme ça que je suis arrivé dans l'horlogerie, c'est en commençant par réparer les voitures. Ouais. Alors les voitures, tous les petits garçons aiment les voitures. Moi, mon truc, c'était les muscle cars américaines, tu vois? Parce que quand j'étais gamin, il y avait des séries, qui s'appelaient Shérif fais-moi peur, où ils avaient des bagnoles super puissantes, qui faisaient plein de fumée et de bruit, où ils faisaient des sauts, de 4 kilomètres avec leur voiture et ces bagnoles-là, ça me fascinait et forcément, quand j'ai eu 18 ans, j'avais pas les moyens de m'acheter, une belle voiture neuve. Donc j'en prenais des vieilles et puis, qui tombaient en panne tout le temps. Donc c'est comme ça que j'ai découvert la mécanique. Et avec mon frère, on bricolait déjà un petit peu tout. La mécanique, c'était autre chose. Et la musique, c'est plutôt l'autre facette que je retrouve dans Égide aussi, c'est le côté créatif. Parce que quand on dit faire de la musique, moi, ce qui me plaît, c'est de faire des morceaux complets, c'est-à-dire avec tous les arrangements et tout ça. J'ai un home studio chez moi, même avec mes enfants maintenant, on fait ça. Et là, ce qui me plaît, c'est le produit fini. OK. Donc il y a la compréhension de la technique qui est, à mon avis, indispensable et ça, c'est l'un des moteurs de ma vie, je pense, qui m'a le plus aidé, c'est la curiosité. Et d'un autre côté, partir de rien et fabriquer quelque chose, c'est aussi une satisfaction qui est énorme. Donc satisfaction, tu peux l'avoir en comprenant un système. Tu as compris ce système, donc tu peux réparer ou fabriquer quelque chose et quand tu es capable d'achever un travail justement,
qui, a priori, est trop compliqué pour toi, tu as une grande satisfaction et moi, je marche à ça. Ma came, c'est ça, c'est fabriquer des trucs, réparer des trucs et comprendre. Parmi ces personnes qui créent, t'as du coup les artistes, que ce soit ceux qui ont fait les plus belles voitures au monde ou même dans la musique. À propos de ces deux domaines de passion, on a une question de la part de ton frère qui est l'un des cofondateurs d'Egide. Bonjour mon frère, j'ai une question pour toi. Tu serais plus petit café avec Léonard de Vinci ou petite bière avec Tom York? Ça, c'est une question, tu peux pas faire de choix là-dedans. Et je pense quand même que j'irai sur Léonard de Vinci. Ah ouais, Ouais. pourquoi? Parce que Tom York, la bière, elle suffirait pas. Il faudrait qu'on s'enferme pendant un mois dans un château tous les deux pour sortir un album. Et Léonard de Vinci, parce que pareil, ce type-là, il partait de rien. Cet homme-là, la matière lui parlait. Ouais. Il voyait un bout de bois et savait ce qu'il était capable de faire de ce bout de bois, dans quel sens il allait se tordre, à quelle tension il allait se casser et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on a avec mon frère. Et pareil, avec Grégory, on se fait des week-ends dans notre labo qu'on a chez lui, dans un coin de Nantes. Et on a l'impression des fois que la matière nous parle et on sait que ça va passer ou on sait que ça va pas passer. Et là, pour le coup, on est capable de cumuler les deux, c'est-à-dire de terminer un produit tout en buvant des bières pendant un week-end. Allier l'utile à l'agréable. Ouais. C'est au bout de combien de bières que la matière te parle? Matière, elle nous parle même sans les bières, mais j'avoue qu'il y a certaines matières qui ont besoin d'un échauffement. La côte de bœuf, par exemple, C'est plus utile, ouais. ouais. C'est à froid, ça se fait pas. Ouais, surtout avec le café, Ouais, un café côte de bœuf, non. c'est un peu compliqué. Bah, tu la cuis trop, hein. C'est l'erreur. T'as cette qualité que peu de personnes ont, c'est que t'as cette pédagogie. Et entre autres, en plus d'Égide et de tout ce que tu fais, tu donnes des cours. On a une autre pause amicale d'une personne que tu connais très bien depuis 25 ans maintenant. Vous êtes Bonjour cinglés, amour. hein. Si c'était à refaire, est-ce que tu n'aurais pas envie d'être vraiment un professeur? Non. Non? Déjà, je referais rien. Parce que franchement, il y a rien à refaire. Qu'est-ce que tu vas prendre le risque? Je suis déjà super heureux dans la vie que j'ai. Qu'est-ce que tu vas prendre le risque d'aller re-risquer de mettre un grain de sable dans un engrenage, tout ça? Donc non. Et puis je suis professeur aujourd'hui. Ce matin, je donnais des cours dans une école de commerce. C'est pas un truc que je ferai à plein temps. Non, et c'est en plus, à côté. Ouais. Mais par contre, j'aime beaucoup transmettre. Ouais. J'aime beaucoup transmettre et j'aime beaucoup apprendre, m'entourer de gens qui apprennent et qui, tu sais, les inputs, c'est hyper important, même dans l'aspect créatif. Si un mec tout seul, il va avoir une idée, il va la faire, mais ça sera jamais aussi bien que si tu mets tout un groupe autour et que tu fais une recette de cuisine avec plusieurs ingrédients. Donc ouais, non, mon kiff, il est plus dans le travail d'équipe que dans la performance solitaire. À Et propos de- bravo pour avoir fait parler mon frère et mon épouse. C'est que les deux plus grands taiseux de la Terre, c'est quand même très fort. Félicitations. Tu leur demanderas comment on a fait. Ouais. À propos d'expérience et de réalisation physique, j'ai fini de démonter l'horloge. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. En combien de temps tu penses la remonter? Indice. La personne qui a fixé le temps de référence, c'était 10 minutes. À toi maintenant de me donner ton temps. Non, moi je suis quelqu'un de très modeste. Me dis pas 20 minutes, parce que... Non, je pense le faire peut-être en 15 minutes, peut-être 20 minutes. Ah ouais. Mais je suis pas sûr en fait de pouvoir faire les deux en même temps. Te répondre et Tu vas voir. C'est que des questions simples. Je suis sûr que tu as la réponse et au pire, c'est moi qui te la donne. voilà. Et puis si je m'endors au passage, tu me réveilles. Hein. Ouais, il y a 2-3 trucs à côté, on a ce qu'il faut. Ça. Du coup, je te donne ça. Maintenant, il faut que tu me donnes le temps précis. En plus, tu m'as même pas donné le temps de regarder vraiment les pièces. Ouais, ça fait partie du truc. Bon, je mets 15 minutes. Je vais lancer le chrono et avec ça, je vais commencer les questions. T'es prêt? Ouais. C'est parti.
Ok. Alors, première question. Toute simple, finalement. En quelle année le COSC a-t-il été créé? 1980, comme on dit, en 1789, en 1973 ou en 2001? Je dirais en 73. Exactement. Quelle marque est la plus vieille? Patek Philippe, Vacheron Constantin, Louis Leroy ou Blancpain? Blancpain. Exactement, 1735. En quelle année Christophe Colomb a-t-il découvert l'Amérique? 2012. 1492. De quelle origine était le fondateur de Rolex? Irlandais, Suisse, Allemand. Allemand. Bonne réponse. T'as vu? En quelle année le premier prototype de montre à quartz suisse a-t-il été créé? 1936, 1965, 67 ou 69, vas-y, continue. 1967 ou 1970? 60. Oh putain, je me suis déjà planté sur cette question. Allez, FHH. 70. Alors, c'était en 1967, présentation du calibre Beta 1. Non, Beta 2. Gérard Perregaux. Non. C'est en fait, tu avais Beta 1 et Beta 2. C'était deux prototypes qui ont été présentés en 1967 par le CEH à Neuchâtel. Et en fait, en 1970, a été présenté justement le calibre Beta 21 qui lui était industrialisable. La croix de Malte est un composant qui est au-dessus du spiral, fixé en partie à l'arbre de barillet, ou bien fixé à une partie de la lunette. La croix de Malte. Ouais. À ma connaissance, c'est quelque chose qui sert au quantième perpétuel pour pouvoir calculer les différences entre les années bissextiles. Donc, il n'y a aucune de tes réponses qui me conviennent. C'était quoi, redis les... Alors, la croix de Malte est un composant qui est au-dessus du spiral, fixé en partie à l'arbre de barillet, ou bien fixé à une partie de la lunette. Tu veux la réponse? Ouais, vas-y. Fixé en partie à l'arbre de barillet, en fait, il sert à limiter le degré d'armage du barillet. Jamais vu ça. Quelle est l'échelle de Mo, MOH? L'échelle du voisin assez sympa qui n'est jamais contre une petite bière bien faite. L'échelle pour mesurer l'attractivité d'une marque, ou bien l'échelle pour mesurer la résistance aux rayures et à l'usure, et bien à l'abrasion. Dernière. Un dernier exactement. L'échelle va de 1 à 10, 1 étant le moins résistant et 10 la matière qui ne peut être rayée sinon que par elle-même. Le diamant. Comme exactement le diamant. Quel est l'inventeur du quantième perpétuel? Louis Cotier, Jean-Antoine Lépine, Ferdinand Berthoud ou Abraham Louis Breillet? Je sais pas. Quand tu l'as dans le pied, ça fait un peu mal. Le premier. Louis Cotier? Ah non, bah Lépine alors. C'est Lépine qui a inventé le quantième perpétuel. Exactement. Quelle complication permet au mécanisme d'échapper à l'attraction de la Terre? Le tourbillon. Exactement. Qu'est-ce que l'estrapade? Un super resto basé dans le Marais, un sport dérivé de l'escalade, un instrument pour enrouler le spiral, ou bien un instrument pour enrouler le ressort de barillet afin de l'introduire dans le barillet? Je t'ai pas écouté. Tu veux que je refasse? Ouais. Qu'est-ce que l'estrapade? L'estrapade. Alors, c'est le resto dans le Marais, un sport dérivé de l'escalade, ça peut être sympa, Ouais. un instrument pour enrouler le spiral, Ouais. ou bien un instrument pour enrouler le ressort de barillet afin de l'introduire dans le barillet. La dernière, je pense. Exactement. Qu'est-ce que l'équation du temps? Un constat et un bloc très intéressant. C'est la différence entre le temps administratif et le temps solaire. Exactement, ce qu'on appelle justement le temps vrai, affiché par le cadran solaire, et le temps moyen qu'on a dans nos montres. Quelle série podcast a parlé d'histoire horlogère des années 20 aux années 2010, avec pour intervenant le professeur Pierre-Yves Donzé? Secret d'histoire, Laissez-vous guider ou bien Watch Legacy? Watch Legacy. Exactement. Par Tourbillon Watch. Quel horloger indépendant s'est-il lancé en premier? Vianney Alter, Philippe Dufour, Sven Andersen ou François-Paul Journe? C'est Dufour ou Vianney, mais je pense que c'est Dufour. Alors, Dufour, effectivement, a lancé son atelier de restauration en 1978. Vianney Alter, c'est en 1988.
Et Sven Andersen, c'était en 79. Pardon, excuse-moi. Non, retourne là-haut. Qu'est-ce qu'une montre à tact? Une montre qui, quand tu la portes à une certaine prestance, ou bien une montre qui te permet de connaître l'heure grâce au toucher. La dernière. Exactement. C'est un type de montre qui a été fabriqué par Abraham Wiebrege à partir de 1795. Donc, on est plutôt bien sorti. Et ça fait 6 minutes. Ah, mais ça me gonfle. Ah, mais retourne ça. Mais pourquoi retourne ça? Parce que Ah, mais oui, hommes le les cadran, aiguilles- il est de l'autre côté. Voilà. Ah, mais il est con, celui-là. Moi, depuis tout à l'heure, j'essaye de monter le truc. Si tu avais les pleins pouvoirs à Watches and Wonders, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que tu as un passif d'organisateur d'événements, surtout à Caen. Si vous êtes des grands inquisiteurs. vous. Tu as les pleins pouvoirs à Watches and Wonders. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais quoi? J'ouvrirai le reste de Palexpo. Je permettrai à tout le monde d'y être en ayant exactement la formule de balle. La formule de balle, c'était génial parce que tu avais les halls principaux avec les très grandes marques qui montaient leur stand. Après, tu avais de la place pour tout le monde, les indépendants. Tu avais des formules spéciales pour les horlogers créateurs. Tu avais les machines, tu te rends compte, tu avais les fabricants de machines, tu avais toute la profession qui était là pour la grand-messe annuelle de l'horlogerie. Et moi, j'adorais Bâle parce que moi, j'y allais en tant qu'acheteur de bijoux et de montres. Mais dès que j'avais 5 minutes, je m'échappais, j'allais voir les machines, je discutais avec les gars, je comprenais comment les pièces étaient faites et tout ça. Voilà, si j'avais les pleins pouvoirs, je retournerais, mais je ferais Bâle ailleurs que à Bâle. Cette curiosité, mais aussi le fait que tu sois à la tête de Égide, tu as un peu cette obligation de te tenir au courant de ce qui se passe dans le monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre, que tu me partages justement ta vision de l'horlogerie pour les années à venir. Ma vision de l'horlogerie pour les années à venir. Alors déjà, moi, ce que je vois, c'est que on a un changement total de la nature de la clientèle en ce moment parce que l'horlogerie mondiale, elle s'est nourrie pendant 10, 15 ans peut-être de la manne de chinoises notamment. Il y avait près de 70% pendant un moment des montres fabriquées en Suisse qui étaient vendues à des Chinois continentaux, que ce soit en Chine continentale ou ailleurs. Et là, cette manne est en train de se tarir pour différentes raisons. On a l'impression que l'horlogerie n'a plus de clients, mais c'est pas vrai du tout. L'horlogerie, elle a encore énormément de clients, notamment toute une génération qui arrive avec des nouveaux goûts, et qui dit nouveaux goûts, dit nouvelles attentes, dit aussi de la chance pour des choses différentes. Alors nous, on le vit à fond hein, chez Égide. Moi, j'ai pas du tout la même clientèle que quand je vendais des Rolex et des Cartier, avec notamment des clients qui sont beaucoup plus jeunes. Et ça, c'est vraiment top. On l'a vu, c'est plus à prouver qu'il y a toute une nouvelle génération d'horlogers qui sont pas forcément des horlogers. Ça peut être des marketeurs, ça peut être des stylistes, ça peut être, donc c'est beaucoup plus ouvert. Je trouve que le terrain horloger est beaucoup plus ouvert. On voit avec les indépendants aussi que les clients commencent à avoir envie d'autre chose que des grosses marques vraiment très marketées. Donc voilà, je trouve, pour reprendre mon expérience musicale, il se passe un petit peu dans l'horlogerie ce qui s'est passé dans la musique dans les années 2000, avec un site qui s'appelait MySpace, où tout le monde avait le droit au chapitre. Ben là, ça a été pareil un peu avec le crowdfunding et puis cette nouvelle génération de clients qui arrive. Franchement, ça me gave, cette dernière pièce que j'arrive pas à mettre là. Ouais, pose le balancier. Et ouais, C'est comme ça. inverse. Ah, T'as déjà eu un ours horloger? Tu restes toujours placé très haut dans mon cœur. Arme pas trop. Elle marche. C'est un chrono. C'est une voiture à friction. Mais au moins, on peut dire qu'en 14 minutes 32, elle a sonné. Parfait.
Félicitations. T'as réussi ton time crunch. Non, il me reste une pièce. Mais ce n'est pas. C'est pas là que ça se met? Si, pas. T'as réussi ton time crunch en moins de temps que tu l'avais dit. Ah bah ouais, tu vois. T'as gagné. Mais en plus de temps que l'autre. C'est pas une compétition. Mais l'autre, Un peu. ça devait être un Suisse. Il y a de ça. Et à baigner dedans, écoute. C'est un peu le Obélix de... C'est les Suisses sont des irréductibles qui arrivent encore à faire des horloges en moins de 10 minutes. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez pu découvrir Henrik sous un autre angle. Tu as déjà participé à de nombreuses interviews. Je vous invite à aller regarder ce qu'ils font. Alors, allez suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très vite.